Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Il est 16h04. Je suis Denis Baudouin, président de Finaltis, et Bruno Bernstein, directeur général de Finaltis. Nous sommes tous les deux ravis de vous accueillir pour notre réunion mensuelle d'investissement. Au nom de l'équipe Finaltis, bienvenue. Nous allons évoquer, bien entendu, les marchés. Nous sommes ravis d'intervenir à un moment où le marché remonte un peu après nous avoir chahuté ces quelques derniers jours. C'est toujours plus agréable. Nous allons évoquer avec vous plus précisément ce que nous avons fait au cours du mois passé, comment nous voyons les choses à l'heure actuelle, où nous semblent être les opportunités et ce que nous comptons faire au cours des semaines à venir. Tout à fait directement, allons au rituel avertissement légal. Aujourd'hui, on est en bonne compagnie, puisque vous voyez que dans notre salle, ici sur les Champs-Élysées, on a quelques invités de prestige, une banquière centrale et quelques leaders de la digitalisation de l'économie. Ce seront des héros de notre présentation aujourd'hui. Allons directement à quelques chiffres. Donc, les performances sur le mois d'avril pour nos deux fonds de gestion discrétionnaire que sont Finaltis Titan, fonds flexible investissant sur les valeurs Titan, donc les valeurs investment grade, et le fonds Finaltis Digital Leader, investissant sur les valeurs susceptibles de délivrer une surcroissance liée à la digitalisation de l'économie. Les deux fonds ont eu un mois d'avril de bonne tenue, puisque Finaltis Titan, voire de très bonne tenue, Finaltis Titan est en hausse de 2,9% sur le mois d'avril, Finaltis Digital Leader de plus 3,6%, ce qui met les performances respectives des deux fonds depuis le début de l'année à plus 5,3% pour Finaltis Titan, 8,3% Finaltis Digital Leader à fin avril, après une année 2020, là également positive. Si on actualise ces performances à hier, après donc ce que j'évoquais en préambule, c'est-à-dire des journées de bourse un peu chahutées, on a un début du mois de mai, essentiellement dû aux 3 derniers jours, qui est plus difficile. Bon, Finaltis Titan est toujours en territoire positif, plus 20 points de base depuis le début du mois de mai, et Finaltis Digital Leader est plus significativement négatif, puisqu'il est à moins 5,5 sur le mois. Il reste très nettement en territoire positif depuis le début de l'année, malgré le repli des valeurs liées à la digitalisation de l'économie d'une manière générale sur ces quelques derniers jours. Si on se compare, en tout cas pour Finaltis Titan, à cet univers extrêmement concurrentiel qui est l'univers des fonds flexibles, d'allocation flexible monde, eh bien, dans la base Cantalis, qui figure 1145 fonds dans cette catégorie, et si on donne une perspective un peu plus long terme, Finaltis Titan fêtera bientôt ses 6 ans de gestion. Année après année, une surperformance a été délivrée, et cette performance a été en moyenne de 3% chaque année, en moyenne bien sûr, depuis le lancement de cette gestion, 3% annualisé. On est aujourd'hui dans une réunion de gestion mensuelle. Il est de tradition chez Finaltis de commencer non pas par la macroéconomie, mais par une vision encore plus globale et d'attirer l'attention sur des points qui nous paraissent d'actualité particulière. On a choisi ce mois-ci de vous parler de l'espace. Pourquoi? Alors, un hommage à Michael Collins, qui est décédé la semaine dernière, donc le 3e homme de la mission Apollo 11, le seul des 3 à ne pas avoir posé le pied sur la Lune, mais celui qui a permis aux 2 autres, Buzz Aldrin et Neil Armstrong, en 69, de revenir sains et saufs sur la Terre. Il y a une histoire qui est longue. Certains d'entre nous en ont vécu une partie, en tout cas on l'a apprise, cette histoire à l'école. Elle commence en 1957. Elle est très clairement, elle s'inscrit dans le cadre de la guerre froide avec l'URSS qui gagne la première manche, entre guillemets, en envoyant une sonde, puis un chien, puis un homme, Yuri Gagarin, dans l'espace. Les Américains, piqués au vif, réagissent et en moins d'une décennie parviennent à envoyer donc les 3 personnes dont on parlait sur la Lune. Alors, petit cocorico en passant, les Français en 1965, partant d'une base en Algérie, parviennent à mettre un satellite sur orbite, et ce satellite s'appelait, avec une fusée française, la fusée Diamant, et ce satellite s'appelait Clin d'œil Astérix. Aujourd'hui, c'est toujours une actualité brûlante, ce ne sont plus les mêmes acteurs, précisément, il y a beaucoup plus d'acteurs qu'avant. Les Russes continuent, même s'ils le font beaucoup moins,
à travers leur entité équivalente de la NASA qui s'appelle Roscosmos, a envoyé quelques satellites chaque année, éventuellement en contractant pour le compte de clients. Mais on a énormément de puissances mondiales qui cherchent à s'imposer dans l'espace, et la géopolitique du monde, on peut la translater à l'espace. Et si on regarde ce qui vient de se passer récemment, on a l'Égypte qui a lancé un satellite. Alors certes, elle utilise des technologies européennes, en l'occurrence celle d'Airbus, même si la prochaine fois elle utilisera SpaceX, la société privée créée par Elon Musk en 2002, société américaine dont on va reparler à l'instant. L'Inde projette d'envoyer en 2022 un équipage dans l'espace. La Turquie vise la Lune en 2023. Et bien entendu, les Chinois ne sont pas en reste, puisque la rivalité d'aujourd'hui, la guerre froide entre guillemets d'aujourd'hui, elle est entre les Chinois et les Américains. Les Chinois sont parvenus à la face cachée de la Lune, évidemment, puisque les Américains avaient exploré la face connue. Et le prochain enjeu, c'est Mars. Les Américains y ont envoyé une sonde en juillet dernier en utilisant une fusée Atlas 5 qui est fabriquée en fait par un consortium Boeing-Lockheed. Et cette sonde Persévérance a atterri très récemment, en mars 2021. Les Chinois, eux, expédieront normalement fin juillet cette année une sonde et guideront à distance un petit robot sur la surface de Mars. Si on regarde d'un point de vue très concret de l'investissement, l'espace est aujourd'hui un enjeu de business. Pourquoi est-ce que c'est un enjeu de business ? Eh bien parce que les acteurs, en dehors des acteurs souverains dont on vient de parler et qui ont des enjeux de prestige, qui ont des enjeux de conquête, dans certains cas militaires, on est très clair, il y a des satellites militaires aujourd'hui et c'est très essentiel dans la maîtrise de la Terre et de l'espace terrestre, d'avoir un contrôle de l'espace. Eh bien, il y a des acteurs privés aujourd'hui qui procurent un service. Et en l'occurrence, on retrouvera donc Elon Musk, qui n'est pas à son coup d'essai, puisqu'il aime disrupter, comme on dit en digitalisation, et il a disrupté à partir de 2002 cette industrie spatiale en créant SpaceX. Et il la disrupte à deux titres. D'abord en créant une fusée qui est capable de revenir sur Terre et d'être relancée, ce qui réduit considérablement le coût de ce lancement. On le voit ici. En fait, le prix d'un lancement sur un lanceur Falcon 9, qui est la dernière génération actuelle des lanceurs de SpaceX, c'est 50 millions de dollars facturés à celui qui veut envoyer, l'entité qui veut envoyer son satellite dans l'espace. C'est la moitié de ce que facture United Launch Alliance, qui est en fait Boeing plus Lockheed, qui facture 100 millions de dollars, et c'est beaucoup moins cher que Ariane Espace, qui facture 175 millions d'euros son lancement. C'est encore une étape, on est très loin de ce que vise SpaceX, puisque Elon Musk a annoncé que son nouveau lanceur, qui s'appelle tout simplement Starship, qui est assez impressionnant, ceux d'entre vous qui l'ont vu ont eu l'impression de vivre en réel un épisode de Star Trek, eh bien l'objectif c'est qu'un lancement coûte aussi peu, entre guillemets, que 2 millions de dollars, de manière à écraser une concurrence qui est déjà laissée derrière, puisque la part de marché en 2020 de SpaceX, la part du marché spatial de SpaceX, mesurée en tonnes envoyées dans l'espace, et 51% du tonnage envoyé dans l'espace en 2020 l'a été par le biais de lanceurs de SpaceX. Le concurrent immédiat, le suivant, direct de SpaceX, c'est l'équivalent de la NASA chinoise qui s'appelle CASC et qui a 18% du tonnage. Et juste derrière, mais loin derrière encore, on a Ariane Espace qui représente 7%, les Russes et donc ULA, les Américains Boeing et Lockheed représentent à peu près chacun 5%, le reste étant partagé entre des Japonais et de temps en temps des Indiens. Le prix cible donc, est en forte baisse. On a toutes les caractéristiques d'un business qui se dégage. Ça ne gagne pas encore d'argent. Néanmoins, il y a des références extrêmement sérieuses puisque la NASA vient de signer un contrat exclusif avec SpaceX à hauteur de 2,9 milliards de dollars, même si ses concurrents sont un peu mauvais perdants, et notamment parmi les mauvais perdants. C'est pour ça qu'on s'est permis de lui mettre un chapeau peu flatteur à notre ami Jeff Bezos, qui est un homme éminemment respectable et qui a beaucoup de succès dans ses affaires, mais en tout cas avec Blue Origin, il est très loin derrière les équipes, les 9500 personnes qui travaillent chez SpaceX.
Deuxième aspect extrêmement intéressant du business que sont en train de développer les équipes de SpaceX, c'est la mise en orbite de satellites. Ils n'ont pas arrêté de mettre en orbite des satellites et cette activité qu'ils appellent Starlink et qui est en passe d'être spin-offée de SpaceX et peut-être introduite en bourse prochainement, c'est pour ça qu'on vous en parle autant aujourd'hui, eh bien, a déjà mis en orbite à peu près 1500 satellites, sachant que son objectif, c'est d'en mettre en orbite 10 000 de manière à couvrir avec un maillage très fin l'intégralité de la surface terrestre afin de fournir un service de télécom satellitaire à l'intégralité de la population mondiale. 10 000 satellites, c'est plus que la totalité des satellites qui ont été mis en orbite depuis le début de la conquête spatiale, en l'occurrence depuis le lancement de Sputnik en 1957. Voilà. Et le Pentagone ne s'y est pas trompé puisqu'ils ont choisi Starlink pour construire un satellite de traçage de missiles. La valeur du contrat, c'est à peu près 150 millions de dollars et on connaît les liens que peut avoir et l'importance qu'ont l'industrie militaire dans le développement des technologies innovantes aux États-Unis. Elon Musk le sait et on est très confiant et on suit ça d'un œil très attentif. On ne peut échapper malheureusement encore ce mois-ci à une mise à jour de la politique vaccinale dans différents pays. Le coronavirus, le fameux responsable du Covid-19, eh bien, est toujours au centre de nos préoccupations. Il n'est pas totalement innocent dans les mouvements des marchés ces derniers jours. D'ailleurs, on se doit de dire que de nombreux pays sont en train de progresser très rapidement vers ce qu'on appelle l'immunité collective de leur population. Israël y est déjà. L'Angleterre n'en est pas très loin. Les États-Unis font un effort absolument colossal. Il faut noter par rapport au mois dernier, c'est le 3e mois où on vous propose cette grille avec ces chiffres, il faut noter donc les avancées très conséquentes du Canada, de l'Allemagne et d'une certaine manière la France qui, bien qu'en relatif aux autres pays européens, recule un peu dans notre classement, bien entendu progresse. On est à 26% de la population française ayant reçu au moins une injection et à peu près 12% de la population ayant reçu les 12 injections. Au niveau mondial, on a à peu près 1,3 milliard de vaccinations qui ont été opérées. On en réalise à peu près 25 millions par jour ces derniers jours. 310 millions de personnes dans le monde ont une immunité vaccinale. Ça fait moins de 4% de la population. Petit aparté rapide sur l'Inde, on nous effraie beaucoup avec le variant qui porte le doux nom de B1617. Ce variant est plus contagieux, plus mortel, et notamment plus mortel sur une population plus jeune, donc de fait plus inquiétant. En l'occurrence, Pfizer a fait quelques annonces pour dire que son vaccin était également efficace contre ce variant. Ce n'est pas le cas vraisemblablement de tous les vaccins, mais en tout cas le Pfizer, qui se révèle jour après jour la star de cette course à la vaccination, eh bien, semble, en tout cas c'est l'annonce de la société Pfizer, efficace contre ce variant également. Autre point rapide sur la Chine, entre le mois dernier et ce mois-ci, la Chine a tout simplement cessé de publier ses chiffres de vaccination, donc on ne sait pas où en sont les autorités chinoises en matière de vaccination. On sait qu'il y a maintenant 1,410 milliard de Chinois selon le dernier recensement, en progression, en progrès, augmentation de la population, mais on ne sait pas où ils en sont en matière de vaccination. On est donc tout à fait dans un cadre très chinois où on ne donne pas l'info. Après ce point coronavirus, traditionnellement, résumé des épisodes précédents, et je cède la parole à Bruno. Merci Denis. Donc le mois précédent, on avait fait une spéciale États-Unis. On avait rappelé à nos investisseurs donc le déficit budgétaire qui est juste impressionnant, hein, parce qu'un déficit budgétaire à -5 aux États-Unis, ça crée déjà des réactions assez violentes chez les économistes sérieux. Là, on est à -16,5 hein, pour l'année dernière. Cette année s'annonce aussi une année de très très gros déficit. Donc tout ça, bien sûr, ne fonctionne que si la Fed achète du papier émis par l'État et on voit le bilan de la Fed a énormément augmenté. On expliquait aussi qu'on avançait vers une japonisation du monde, hein, mais malheureusement, heureusement ou malheureusement, l'Europe et les États-Unis ne sont pas le Japon et donc les Japonais peuvent imprimer des billets parce que l'écosystème est un peu
économique est un peu particulier. Quand on fait ça aux États-Unis, quand on augmente de 20% la masse de billets en circulation aux États-Unis en une seule année, ça crée de l'inflation, en tout cas des anticipations d'inflation, on en parlera. On avait fait un petit focus aussi sur le marché de l'emploi. C'est intéressant d'en reparler parce qu'on a eu des chiffres de l'emploi assez calamiteux vendredi dernier, de mémoire de statisticiens, 800 000 créations d'emplois d'écart c'était du jamais vu. Et en plus, il y a une révision du mois précédent. Donc, il y a une vraie question, d'abord parce qu'on paye les gens à rester chez eux et parfois mieux, on les traite mieux quand ils restent chez eux que quand ils travaillent. Et puis aussi une question sur le digital, puisque le digital, c'est 40% de la market cap mondiale et ce ne sont que 2% des emplois aux États-Unis. Et si on divise la market cap d'Apple par le nombre de salariés d'Apple, on arrive à 15 millions de dollars. Chez Ford, c'est 48 000. Voilà. Et on parlait de Caterpillar aussi face à Apple. La rotation sectorielle, c'est toujours ce qui anime les marchés. Apple a pris beaucoup d'avance sur Caterpillar au milieu du mois d'avril après ses résultats. Elle a reperdu ces derniers jours, mais on pense que le rattrapage cyclique contre belle croissance, en l'occurrence au travers de ce spread-là, et une grande partie du chemin a été fait. Alors, on est des professionnels de l'investissement, tout comme vous, et on vit dans un nouveau paradigme qui consiste et nos clients nous demandent quelque chose qui n'a jamais été aussi difficile, à savoir allouer de manière rationnelle avec 2 classes d'actifs majeures en moins. Alors, la première classe d'actifs qui nous fait défaut aujourd'hui, qui nous manque, c'est le cash. Ce n'est pas la plus importante, mais elle est quand même bien utile dans n'importe quelle allocation. Et aujourd'hui, vous pouvez voir que le cash, que ce soit aux États-Unis ou en Allemagne, et là on est assez indulgent, on se base sur plus de 2 ans, on aurait pu prendre encore plus court que ça. Bien sûr, non seulement ça ne rapporte pas, et c'est l'idée qu'on voulait vraiment mettre en avant aujourd'hui, c'est pire que ça, c'est-à-dire que le cash fait perdre de l'argent. Donc, si on prend les T-bills, qui n'est pas le pire des exemples, ça serait pire encore sur du papier allemand, un détenteur de T-bills depuis une dizaine d'années a perdu en fait en pouvoir d'achat 15%. Donc, les régulateurs du monde entier nous disent que cette classe d'actifs est la plus sûre, c'est la mieux notée en SRRI, sur tous les métriques que vous voulez. En fait, appeler aujourd'hui une classe d'actifs qui a pu faire perdre aux investisseurs 15% sur les 10 dernières années, comme dire c'est une classe d'actifs sans risque, vous comprenez bien que c'est complètement paradoxal. Alors, on a un deuxième souci qui est presque plus grave que le premier, puisque là, on parle vraiment du socle des allocations pendant de très longues années, c'est les bonds. Donc là, on est sur du 10 ans. Alors, on a pris l'exemple du T-bonds, donc c'est du papier étatique, mais si vous regardez du papier Air Liquide ou Microsoft, c'est exactement le même sujet. Là aussi, ça paye très très peu, c'est même en taux négatif en Allemagne, et vous voyez que la remontée des taux aux États-Unis, on la voit sur ce graphe un peu long terme, mais si on réintègre l'inflation, on est en taux réel négatif. Et donc, on se retrouve en fait tous autant qu'on est, investisseurs, à conduire une voiture, comme vous allez voir sur la slide suivante, qui a une boîte de vitesse où on a enlevé la position neutre. Donc, c'est pas facile d'avoir ce genre de modèle entre les mains, puisque avec des taux réels négatifs sur les emprunts d'État et des taux réels négatifs sur le cash, on sait, si vous avez un client, par exemple, qui vous dit « j'ai un investissement immobilier majeur à faire dans 1 an et demi », je ne peux pas prendre de risque et en plus, je ne crois pas à la conjoncture. Si vous le mettez pendant 1 an et demi sur ce type de placement, ça ne sera pas une position d'attente. En fait, vous signez pour lui faire perdre pas mal d'argent. Tout ça est encore, je dirais, ce qui rend encore les choses plus difficiles, c'est que l'inflation aujourd'hui augmente. Alors, les anticipations d'inflation, donc nous, chez Finaltis, on n'utilise pas beaucoup les agrégats d'inflation calculés par tel ou tel institut parce qu'au moment où le chiffre sort, il est déjà périmé. Donc, on est des hommes de marché, on fait confiance au marché. Donc, on fait quelque chose de tout simple. On prend le 10 ans américain et on défalque du 10 ans américain le rendement des obligations indexées sur l'inflation, même durée, même échéance.
Bien sûr, une obligation indexée sur l'inflation, vous transférez chez le créancier le risque inflationniste. Donc, c'est une obligation aujourd'hui sur l'État américain qui vous donne un rendement négatif. Et quand vous faites la différence avec les deux, vous arrivez à presque 2,4%. Vous voyez que sur le dernier mois, cette courbe monte presque tous les jours, alors qu'on a eu, comme vous le savez, sur le 10 ans américain, une belle détente, puisqu'on avait fait un plus haut à 1,77 et qu'on est revenu aujourd'hui sur un range entre 1,50 et 1,60, mais sur le break-even d'inflation, ça continue à avancer. Alors, comment sommes-nous arrivés là? C'est bien sûr l'action des banques centrales, principalement. On va faire un tout petit peu d'histoire, mais très rapidement. Donc, vous voyez en haut à gauche la tête de Paul Volcker. Certains disent que ça a été le dernier grand banquier central. Pourquoi? Parce qu'il faisait peur au marché, et aujourd'hui, c'est le marché qui fait peur aux banquiers centraux. Et à l'époque, les banques centrales avaient un curseur qu'elles utilisaient, qui était le niveau des taux courts. En gros, à quel niveau les banques se finançaient dans le système, et ça leur suffisait à régler la masse monétaire et à faire leur travail. La grande crise financière arrive, la faillite de Lehman, les taux sont déjà à zéro, ça ne suffit pas, et donc là, on rentre dans les politiques non conventionnelles, on rentre dans l'augmentation du bilan des banques centrales, et on commence à acheter directement dans les bilans des banques et des assureurs des papiers gouvernementaux pour créer de la liquidité dans le système, en espérant que tout ça ruisselle, c'est un mot à la mode, dans le reste du système et aide le système économique. Alors, pas de cynisme, ça nous a bien aidé. On était bien content qu'après la faillite de Lehman, il y ait des banquiers centraux qui prennent le taureau par les cornes. Il n'en reste pas moins que le bilan de la Fed a énormément augmenté, et au moment où il augmentait beaucoup, bien sûr, les promesses qui nous étaient faites, c'est vous en faites pas, on va réduire le bilan. Le fait est que Janet Yellen n'a pas fait grand-chose, Draghi l'a plutôt augmenté, et que Powell est arrivé avec comme mandat très clair de réduire le bilan de la Fed. Donc, à la mi-décembre, au moment où on était tous en train de préparer les fêtes de Noël, mi-décembre 2018, Powell lâche un mot qui est autopilote. Alors, ce n'est pas l'autopilote de la Tesla, c'était l'autopilote de la Fed qui était censé réduire le bilan de la Fed de 50 milliards tous les mois. Le marché a hurlé de douleur, il n'y a plus d'émissions à yield pendant 40 jours. Powell a pris très peur, et la colombe, le faucon s'est transformé en colombe. Donc, c'est sur ces entrefaits, là, on est avant le Covid arrive, et là, bien sûr, le quantitative easing classique ne suffit pas. Il faut aller directement mettre de l'argent dans la poche des familles et des entreprises, et là, la Banque centrale ne peut pas le faire directement, donc elle doit faire ça avec les États. Et bien sûr, ce troisième type de politique monétaire, très différent des deux précédents, porte un risque inflationniste important. Alors, cette politique a quand même un avantage, c'est qu'elle permet un fléchage, donc ce fameux ruissellement, quand on achète, quand on soulage des grandes institutions financières, ça aide pas forcément les ménages. Donc là, on l'a vu, très directement diriger de l'argent vers ceux qui en avaient besoin. Le gros inconvénient, c'est qu'on sent bien que c'est l'exécutif qui reprend la main sur le pouvoir monétaire. Et vous le savez comme moi, les hommes politiques, parfois, ça prend des bonnes décisions, mais assez souvent aussi, ça en prend de mauvaises, donc on est très dépendant d'eux, et on bascule gentiment dans un système qui s'apparente à une sorte de capitalisme d'État qu'on a le beau jeu de railler en Chine ou en URSS de la grande époque, mais aujourd'hui, l'allocation du capital est pas vraiment faite par le marché. Alors, un chiffre pour illustrer tout ça, aux États-Unis, système libéral s'il en est, 40% des revenus des ménages ont été composés, en tout cas lors du dernier plan Biden, donc il y a quelques semaines. Si on faisait un flashage à ce moment-là, 40% du revenu des ménages, c'était de l'aide, des chèques envoyés par la poste. Donc le premier pic que vous voyez sur cette courbe, c'est le plan Trump, et le deuxième pic encore plus haut, c'est le plan Biden qui met l'équivalent de 8 trilliards dans les poches des ménages qui en moyenne aux États-Unis gagnent 20 trilliards par an.
Donc, on comprend bien que maintenant, les banques centrales sont complètement à la merci, ou en tout cas complètement pilotées par l'exécutif. Donc là, on voit le pauvre Powell et sa copine Lagarde qui sont obligés d'imprimer fébrilement des billets. Et vous comprenez bien que l'indépendance des banquiers centraux, qui est marquée dans les statuts des banques centrales, qui est le socle même du système, c'est un vieux souvenir. Le problème, c'est qu'à un moment, on peut, et on commence à l'avoir, puisque je vous rappelle que c'est des directions collégiales, les banques centrales, donc il y a des gouverneurs qui n'hésitent pas à donner leur avis, qui n'est pas forcément celui de Powell ou de Lagarde, et on commence à avoir des dissensions avec un certain nombre de gouverneurs qui disent trop c'est trop, et donc on peut avoir des tensions, et on le voit plus en Europe pour l'instant qu'aux États-Unis, des tensions qui naîtraient entre pouvoir exécutif et pouvoir monétaire. Pourquoi on vous parle de tout ça? Parce que ce monétarisme forcené, en fait, on voulait réexpliquer que pour nous, il ne crée pas du tout les bases d'une croissance pérenne. Donc, il est important dans cette phase tout à fait particulière de notre histoire économique de rappeler ce qu'est la fausse croissance de la vraie croissance. Donc, la fausse croissance, c'est une croissance empruntée à l'avenir qui se base sur des déficits budgétaires et commerciaux tellement immense que pour les déficits budgétaires qui doivent être monétarisés par les banques centrales. Ça se traduit également par un endettement des agents privés et publics énorme. Et tout ça ne change pas en fait les sous-jacents de l'économie de pas mal de pays aujourd'hui qui restent très, très faibles. Autre problème, quand vous stimulez une économie ralentie, en fait, vous soutenez la consommation et vous ne soutenez pas la production. Donc, nous, chez Finaltis, on n'est pas des grands fans de Keynes. On pense que voilà, distribuer du pouvoir d'achat, c'est bien, mais l'offre, c'est très, très important aussi. Et puis, on pense plus simplement que ça, même qu'avant la consommation, il y a la production, quoi. Il faut que les ménages créent une richesse pour ensuite gagner de l'argent et s'acheter des biens. Le problème, c'est que ça ne fonctionne pas du tout comme ça aujourd'hui. Et donc, un certain nombre de ménages qui ne travaillaient pas ont pu s'acheter des biens de consommation. Mais bien sûr, ces biens de consommation, ils les ont achetés ni aux États-Unis, ni en France, mais plutôt, comme on le verra, en Asie. Et donc, justement, pendant ce temps-là, en Asie, il y a de la vraie croissance. Parce qu'il serait facile de dire c'est normal, ces excès sur les banques centrales, sur la masse monétaire, etc., c'est lié à la Covid, au drame de la Covid, mais la réalité, c'est qu'il y a des pays qui ont vécu ça beaucoup mieux que nous en prenant les mesures qui s'imposaient. Donc, en Asie, il faut rappeler que c'est des pays, Covid ou pas Covid, qui ont toujours d'importants gains de productivité. On parle de la Chine et des pays très dynamiques autour de la Chine. C'est des pays qui ont, c'est le pendant de nos déficits commerciaux et budgétaires. Eux, ils ont des très, très gros excédents. Ce qui est remarquable, c'est que la masse monétaire n'a pas augmenté dans ces pays pendant cette période. Le taux d'épargne est resté élevé. Et puis, ils ont bien géré la pandémie. Chez Finatis, vous nous entendez, pour les plus fidèles d'entre vous, tordre le cou à cette idée que nous vendent nos hommes politiques qu'il faut choisir santé ou économie. En fait, si vous gérez bien la pandémie, votre économie s'effondre beaucoup moins, ce qui a plutôt été bien fait en Asie. Donc, le hélicoptère monnaie, c'est super. Ça consiste à donner de l'argent aux gens qui en ont besoin. Le problème, c'est que si ça avait été un moyen de résoudre durablement les problèmes qui se posent à un peuple, à une économie, vous imaginez bien que depuis la nuit des temps, on aurait utilisé ce système-là. Donc, pour nous, ce hélicoptère monnaie, à un moment, va devoir cesser. Il y a des forces de rappel très fortes. D'abord, ça peut agacer les Chinois et les pays producteurs de biens d'être payés avec du papier monnaie, qui est du papier, on va dire, déprécié. Donc, eux, ils occupent leur population à fabriquer des biens qui sont achetés avec du papier déprécié par l'Europe ou les États-Unis. Et puis, il y a une autre force de rappel, c'est que le coût de la construction augmente beaucoup, le prix des métaux augmente beaucoup, l'inflation commence à être palpable par les entreprises, elle le sera peut-être par les ménages, le fameux panier de la ménagère, excusez cette expression hétéronormée, mais là, effectivement, il faudra à un moment se calmer sur les hélicoptères monnaie. Donc, au final, on se retrouve avec des banquiers centraux qui à chaque fois qu'ils font une conférence de presse, dégagent beaucoup de sérénité.
La réalité, c'est que des nuits sans sommeil, ils en ont. Ils sont dans une situation très difficile. Ils ne vont pas nous le dire, parce que j'aimerais pas être investi sur le marché le jour où Jérôme Powell nous dit j'ai des soucis, je dors mal la nuit. Mais la réalité, elle est celle-là. Donc, ils sont coincés entre, d'un côté, des risques inflationnistes et de l'autre côté, l'impossibilité de remonter durablement les taux courts, puisque les agents publics sont surendettés, privés et publics sont surendettés. On a rajouté 24 000 milliards de dettes en 2020. La planète croule sous presque 300 000 milliards de dettes, soit 355% du PIB mondial. Quelle réponse apporter dans ce contexte-là? Alors, merci beaucoup. Donc, en l'occurrence, on vous fait ce panorama qui est effectivement un panorama non pas alarmiste, mais on va dire raisonné. On est dans une situation où effectivement le rendement qu'on peut attendre de certains actifs supposés réels est en réalité négatif rapporté à l'inflation. On voit que cette inflation, quelle qu'en soit la façon de le mesurer, est plutôt en hausse, et on est dans une situation économique où on se retrouve avec des acteurs endettés et donc des risques de défaut, quels qu'ils soient, de nature régalienne ou de nature d'entreprise, montent également. Dans ce cadre-là, la question qu'on peut se poser, et c'est une expression chère à ceux qui investissent dans le digital, c'est est-ce que les obligations d'aujourd'hui, les obligations 2.0, ce ne sont pas les actions résilientes qui les constitueraient? Alors, c'est une interrogation à ce stade. Mais si on regarde effectivement où sont les émetteurs extrêmement bien notés, donc tous ceux qui ont des notations de type A et plus, je ne parle même pas jusqu'à triple B moins, mais en l'occurrence, on a 2 triple A sur Microsoft et Johnson & Johnson, 2 AA+, Apple, Alphabet, AA, AA-, on en a beaucoup plus, on ne peut pas tous les lister, mais sur cet univers que vous avez à l'écran, c'est une 60aine d'émetteurs, et ces émetteurs sont entre guillemets, le cœur de notre gestion dite patrimoniale en actions, sont le cœur de notre fonds Finaltis Titan, qui lui compte un univers investment grade equity, donc au minimum BBB+, sauf exception, il n'y en a qu'une seule, Netflix, qui est en voie de re-rating positif, en l'occurrence qui compte 160 valeurs. Donc 60 valeurs très bien notées dans un univers investment grade equity tel que nous le qualifions, qui compte 160 valeurs. Donc est-ce que ces actions résilientes ne sont pas d'une certaine manière les nouvelles obligations, en ce sens qu'elles sont les nouvelles pourvoyeuses d'un rendement dont nos portefeuilles ont besoin? Alors, si ce sont les nouvelles obligations, qu'est-ce que sont les nouvelles actions? Les nouvelles actions, évidemment, sont celles qui sont susceptibles de donner de la surcroissance. Chez Finaltis, il y a des angles de surcroissance qui nous intéressent particulièrement. Il en existe d'autres, mais ceux qui nous obsèdent ici, chez Finaltis, ce sont les valeurs qui bénéficient de ce changement radical du monde que la digitalisation de notre économie est en train de produire. Et ça s'appuie sur 6 grandes plateformes technologiques qui littéralement révolutionnent le monde. Vous les avez ici. Donc, la fabrication et le transport et la mise à disposition au bon moment d'une énergie plus durable, plus soutenable, la mise en œuvre d'une intelligence artificielle, ou plus exactement d'une intelligence augmentée, dépasser l'intelligence humaine, jusqu'où et jusqu'à quand, la blockchain, bien sûr, qui est la suppression du tiers de confiance et la validation dans l'espace et dans le temps d'une forme de certification sans tiers de confiance, la virtualisation, l'industrie 4.0 qui inclut bien entendu tout ce qui est robotique et le séquençage ADN, plus largement l'ingénierie du vivant. Donc 6 grandes plateformes technologiques qui nous fascinent, sur lesquelles, dans le cadre de notre mission, qui est une mission d'investissement, qui est une mission d'exploration, mais qui est aussi une mission de partage, on a commencé, à la demande de certains d'entre vous, à produire des documents de synthèse très brefs, ils font 2 pages, maximum 3 pages. Sur chacun de ces thèmes, on a prévu d'écrire 3 synthèses. On a commencé au cours des 15 derniers jours à produire 3 synthèses sur la blockchain, donc la description de la blockchain dans sa généralité, les technologies sous-jacentes, une illustration de la blockchain très claire à travers les crypto-monnaies, et enfin une projection dans notre monde à nous financier, qui est celui du DeFi, donc de la finance nouvelle génération. On vient de publier hier le premier papier sur l'intelligence artificielle et donc les technologies sous-jacentes, et 2 sont à venir. Dans le futur proche, nous aurons donc chacun des 4 autres plateformes qui sera décrite. N'hésitez pas pour obtenir rapidement
ces documents, à vous abonner à la chaîne, au fil plus exactement LinkedIn de Finaltis, sur lequel nous publions en priorité ces papiers. N'hésitez pas à nous les demander également. Ils sont là pour vous, ils sont là pour ceux pour lesquels nous travaillons tous également. N'hésitez pas à les diffuser. Voilà ce qui nous intéresse chez Finaltis. Un exemple très concret sur l'intelligence artificielle, un seul exemple. Parce qu'on se dit, bon, la digitalisation de l'économie, c'est le fait de quelques acteurs, c'est totalement faux, c'est en train de télescoper transversalement la totalité des secteurs, à des vitesses différentes sont les secteurs, mais le monde entier est en train de changer, et des secteurs entre guillemets plus traditionnels, et quel secteur est le plus traditionnel que le secteur du luxe, il bâtit sa réputation sur la tradition, eh bien, LVMH a demandé à un consortium, en l'occurrence constitué par Microsoft, qui n'a pas hésité, cette grande maison digitale GAFAM, à aller s'associer avec une petite start-up créée en 2014 à Brooklyn qui s'appelle Consensus et qui est spécialisée dans l'adaptation des technologies blockchain. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, ces deux acteurs du digital, l'un généraliste, très connu, Microsoft, et l'autre très spécialiste de la blockchain, Consensus, eh bien, ils ont monté Aura. Aura, c'est une technologie, c'est un logiciel à base de blockchain qui permet à LVMH et à partir d'avril dernier au consortium Aura, réuni autour de LVMH, de tracer et de certifier l'origine d'un produit de luxe, en l'occurrence, pour tout simplement garantir la valeur de ce produit et lutter contre la contrefaçon. Les chiffres de l'OCDE, alors ne couvrent bien plus que le luxe, mais l'OCDE nous dit qu'environ 5% des importations en Europe sont des produits contrefaits. Alors tous ne sont pas de luxe, mais enfin c'est quand même un phénomène très inquiétant. C'est le cas notamment de certains médicaments. Là, nous vous parlons de luxe. C'est un sujet tellement important pour cette industrie que des compétiteurs aussi acharnés que Richemont, Prada et LVMH sont réunis dans ce consortium. Ils l'ont annoncé le 20 avril dernier et les discussions sont très avancées avec un autre grand acteur, en l'occurrence une filiale d'un grand groupe français qui s'appelle Kering et la filiale Gucci, qui n'a les acteurs en discussion ayant confirmé que des discussions avaient cours. Et il est tout à fait possible que dans les semaines qui viennent, ou plus les mois qui viennent, eh bien, des entités Kering rejoignent ce consortium qui s'appuie sur une technologie blockchain. Donc très concrètement, une industrie traditionnelle s'il en est, qui est en train d'être refondue, modifiée profondément, renforcée en réalité, réinventée par une technologie, une de ces plateformes dont on parle en matière de digitalisation. Alors, passons maintenant à nos gestions à proprement parler, en commençant par Finaltis Titan, donc notre fonds flexible qui est au cœur de tous nos portefeuilles et qui n'a pas l'obligation, entre guillemets, d'être investi. Nous avons, lorsque nous trouvons des valeurs Titan à un prix qui nous convient, eh bien, nous avons une exposition d'un certain niveau et cette exposition peut ne pas être de 100%, elle est au minimum au terme du prospectus de 45%, mais il y a une vraie flexibilité dans ce portefeuille. Les valeurs qui sont dans ce portefeuille sont toutes des investment grade equity, c'est ainsi qu'elles seraient nommées de l'autre côté de l'Atlantique. Nous les avons appelées Titan parce que ces valeurs ne sont pas que des investment grade equity, elles donnent de la croissance pérenne avec une forte visibilité. Elles ont démontré dans leur histoire une résistance aux crises et leur management nous donne confiance dans leur capacité à résister à la prochaine crise ou en tout cas à la crise actuelle. Voilà ce qu'est Titan. Alors qu'avons-nous fait dans Titan le mois passé, Bruno ? Alors, le mois passé, l'exposition est restée à peu près stable. Depuis le début de l'année, on est sur un portefeuille qui a déjà pas mal tourné, hein, puisqu'on a tourné pas loin de 35% de l'encours global depuis le début de l'année. En revanche, le niveau de cash n'a pas énormément bougé. On continue à accumuler des options sur des volatilités qui sont assez faibles. L'année dernière, compte tenu de l'extrême volatilité, on a beaucoup utilisé le levier de la flexibilité puisqu'on a été à certains moments exposé à 45% en actions et à d'autres moments exposé à 100%. Donc, on vous a dit beaucoup de mal du cash. Nous, on en garde un peu. Le cash dans un fonds très orienté action comme Titan, c'est de la poudre à canon hein, pour pouvoir avoir des munitions au moment où il y a une dislocation du marché. Et il faut être toujours très prudent quand vous êtes pied au plancher sur un fonds flexible ou avoir un niveau de conviction très, très élevé comme nous l'avions l'année dernière à certains moments de l'année. Alors, sur le mois, on a eu des contributeurs
on va dire, qui ne sont pas les plus courants, quoi, ceux auxquels on pense en premier, donc les aéroports de Paris, qui est un titre, bien sûr, qui subit de plein fouet la Covid, mais qui, pour nous, est l'incarnation de la valeur de nature systémique. Le groupe ADP a un accès à la liquidité considérable. ADP ne fera pas faillite et ADP retrouvera bon an mal an son rythme de croissance qui est très très lié à l'enrichissement des classes moyennes en Asie, puisque un certain niveau de fortune ou d'aisance financière, les Chinois notamment ont très très envie d'aller à Paris. Voilà. Donc nous on adore ce groupe ADP. Il faut juste être assez soigneux pour dimensionner sa position. Ensuite, on est très exposé sur les valeurs pétrolières. Il faudrait dire les grands acteurs de la transition écologique aujourd'hui, puisque comme chacun sait, sans l'argent de Royal Dutch Shell ou Total, il n'y aura pas de transition écologique. Donc, c'est des titres qui aujourd'hui ont un avantage énorme pour nous dans notre approche patrimoniale, c'est qu'ils distribuent de très gros dividendes. Un Total est à 7% aujourd'hui, et surtout un dividende pérenne sur lequel les banques centrales et le régulateur n'a pas de droit de regard. Donc Total distribue le dividende qu'il a envie de distribuer. Vous avez bien compris que dans le domaine bancaire, par exemple, aujourd'hui, les banques ne maîtrisent pas leur politique de distribution aux actionnaires. Donc 7% avec un bilan pérenne, un business pérenne, ça a, pour nous, dans ce monde de Toba, comme on le décrivait avant, énormément de valeur. SAP, c'est un titre qui est en recovery après un dernier trimestre 2020 qui a été un peu difficile, et Berkshire Hathaway qui nous aide énormément en ce début d'année, donc la holding dirigée par Warren Buffett, qui est un titre qui a un superbe mix, on va dire, cyclique, croissance, une optionnalité comme sur Titan, 140 milliards de cash pour saisir des opportunités si le marché devenait plus dur. Donc Berkshire Hathaway n'est pas le titre qui monte le plus vite sur le S&P 500, mais c'est un titre qui correspond à ce qu'on aime faire, c'est-à-dire Warren Buffett déploie prudemment des unités de risque pour obtenir en face des unités de rendement, et il est bien payé pour le risque qu'il déploie, et c'est tout à fait conforme à ce que nous on aime faire. Le digital n'a pas forcément le vent en poupe en ce début d'année, pas forcément pour des raisons liées au compte de résultats. Les résultats du GAFAM ont été spectaculaires, mais plus liés à ces angoisses sur les taux, sur l'inflation, etc. Donc, selon nous, ça n'aura qu'un temps. Il n'en reste pas moins que, vous voyez que sur 5 valeurs qui nous ont un peu coûté de l'argent en avril 2021, 4 étaient des valeurs digitales. La 5e, c'est un titre qui verdit énormément notre portefeuille, puisque c'est tout simplement le leader mondial des énergies nouvelles, donc des capacités éoliennes et solaires absolument considérables. Nextera, qui est une très très grosse société américaine de plus de 150 milliards de dollars de capitalisation. Donc, à tout seigneur, tout honneur, on retrouve Berkshire Hathaway en tête du portefeuille. Ensuite, pas mal de digital. Pourquoi? Parce que bilan solide, croissance, barrière à l'entrée, c'est à peu près le portrait robot des valeurs que vous avez sous les yeux, et surtout, et c'est la cerise sur le gâteau, des valorisations qui ne sont pas trop exigeantes à notre avis. Le digital, c'est super, mais à certains moments, c'est très cher. C'est pas le cas en ce moment, et on reparlera plus spécifiquement de Netflix. Et on a de l'or aussi, c'est important. Là, vous voyez que Barry Gold, il y a Newmont Mining qui n'est pas dans le top 10. Ces deux titres, vous l'imaginez, qui sont très corrélés. Donc, en fait, si on additionne ces deux positions, l'or, au travers des 2 mines, il y a un GAFA dans le monde des mines, vraiment deux mines qui dominent complètement tout le secteur aurifère, qui sont Barrick et Newmont, et ces deux-là, en fait, si on les regroupe, on serait dans le top 3 du portefeuille. On a pas mal tourné le portefeuille au mois d'avril, un petit peu moins qu'en mars. On a un top secteur qui n'a pas changé, donc une énorme conviction
sur le digital et une énorme conviction sur la santé. On n'était pas très gros sur la santé l'année dernière. On a beaucoup augmenté. Rappelez-vous que le volume de soins a beaucoup baissé à cause du Covid et que malheureusement ou heureusement, quand on doit se faire changer un genou, se faire implanter un pacemaker, à un moment ou à un autre, il faut passer sur le billard et finalement, on sait que ce business reviendra d'une manière ou d'une autre. Donc, on est plus, je le précise quand même, on est plus orienté vers l'équipement médical que vers la pharmacie. Le mix géographique reste pas mal en faveur des États-Unis, même si on couvre une grande partie de notre position américaine. Et donc, il n'y a que 10% de dollars sur Titan, même si il y a presque 45% du portefeuille qui est exposé aux États-Unis. Alors, un petit mot sur Netflix. C'est un titre, vous le voyez, qui est c'est une entreprise fantastique et c'est un titre qui est très décevant depuis un an. Donc, il faut garder son calme et sa sérénité parce que depuis un an, on est entre 500 et 550 dollars et on n'arrive pas à sortir du range. Donc, nous, notre conviction, c'est que ce range, on en sortira par le haut. Il y a eu une petite déception parce que la dérivée seconde de la croissance, donc la croissance de la croissance ralentit chez Netflix. Il n'en reste pas moins que le titre, l'entreprise se développe à une vitesse incroyable. On a eu pendant la période de la crise le retour des programmes de flux néanmoins et l'augmentation dans certains pays, mais surtout les problèmes de production. La grande force de Netflix, c'est les productions propriétaires. Ça a été beaucoup plus dur de faire des tournages en pleine période Covid. On est très sensible au programme de rachat d'actions qui a été annoncé par le management. En tant qu'actionnaire, on a besoin d'un peu d'amour, donc on aime bien qu'on s'occupe de nous. C'est vrai que Reed Hastings n'a pas eu beaucoup le temps de s'occuper de ses actionnaires depuis 20 ans, puisque cette société a perdu énormément d'argent pendant de longues années. Et là, telle une option, Netflix est en train de passer dans la monnaie. Le compte de résultat est absolument faramineux et on passe d'une société qui était free cash flow négatif, ce qu'on n'aime pas du tout chez Finaltis, à une société qui se demande sous quelle modalité elle va rendre de l'argent aux actionnaires. Et ça, c'est de la musique à nos oreilles. Donc, on pense que ce signal sur le rachat d'actions, c'est aussi, ça nous confirme dans l'idée que Netflix a cette fois-ci vraiment basculé dans le monde des free cash flow positifs j'espère, pour les 25 ans à venir. Alors, Johnson & Johnson, c'est l'incarnation de la société, on va dire, résiliente, de l'investment grade equity. On pourrait résumer ce qu'on aime chez Finaltis en un nom, c'est celui-là. Donc, le seul AAA avec Microsoft, mieux noté que l'État américain, mieux noté que l'État français, bien sûr. 30% de sous-performance néanmoins par rapport au S&P 500 depuis un an, qui n'a Dieu que pour les valeurs cycliques. C'est une société qui n'a pas démérité pendant la crise. Elle a maintenu de la croissance de chiffre d'affaires pendant l'année Covid et elle aura tout de même un très gros rattrapage en 2021 parce que 12% de croissance top line pour Johnson & Johnson, c'est un peu plus que d'habitude. Ce qui est admirable dans cette société et ce qui est très rassurant pour un investisseur, c'est que vous avez un mix très équilibré entre pharmacie, équipement médical, produits grand public. Vous avez un mix géographique aussi très équilibré et vous avez le meilleur crédit du monde. Donc, non seulement c'est AAA, mais il y a une autre manière que le rating S&P ou des agences de rating de juger de la solidité bilancielle d'une société, c'est combien vaut son CDS. Le CDS, c'est ce qui vous permet de vous couvrir contre un défaut d'une obligation Johnson & Johnson. Donc, il suffit de débourser 19 000 $ pour couvrir 10 millions de dollars de bons Johnson & Johnson. LVMH, c'est 25 000 $, ou Air Liquide. Total, c'est 35 000 $. Renault, 200 000 $ ou 200 000 € équivalent. Et Valorec, il faut débourser 4 millions d'euros pour couvrir 10 millions de bonds Valorec. Voilà. Donc, c'est très rassurant d'être sur ce type de crédit. Et donc, c'est une société, malgré une belle croissance, vous avez un PEG inférieur à 2, donc vous payez moins de 2 fois la croissance et vous avez des multiples qui sont assez sympathiques. Des produits, je vous en cite 4 quand même.
Neutrogena, Nicorette, Johnson dans les vaccins. Et pour ceux qui mettent des lentilles, il y a de fortes chances que vous ayez du AQVU. Voilà, donc on a vendu nos Costco, c'est une très belle société, c'est un modèle qui commence à venir. Il y a un premier entrepôt qui a ouvert en France, dans la banlieue sud, je crois. C'est de la vente d'entrepôt, vous payez un abonnement d'environ 50 € par an et vous accédez à des promos. Donc, il faut arriver avec le coffre vide parce que généralement, vous achetez des trucs que vous n'aviez pas prévu d'acheter. C'est un modèle qui cartonne aux États-Unis. C'est une des positions clés de Berkshire Hathaway, auquel Warren Buffett a l'interdiction de toucher. Sans ça, Charlie Munger, son associé de 96 ans, piquera une grosse colère. Voilà, c'est une société qui a de très grande qualité. Nous on s'allège parce qu'elle a beaucoup progressé. On reste sur Walmart, voilà, mais ça illustre bien que notre activité, on continue à aimer Costco, mais on l'aimait plus à 28 fois les résultats qu'à 36 fois. Alors, après les titans, donc les leaders de la digitalisation de l'économie, dans le fonds Finaltis Digital Leader, qui est 100% investi ou quasiment, c'est son mandat, des performances sur le mois d'avril qui sont bonnes à très bonnes, et dans la durée qui reflète ce qu'on souhaite faire, c'est-à-dire non seulement une performance à 2 chiffres, on parle d'une vingtaine de % annualisée, que ce soit sur 3 ans, sur 1 an, sur 5 ans, dans une optique multithématique, au-delà de la performance, et c'est ça qu'on aime chez Finaltis, c'est comment nous réalisons cette performance. Et on n'est pas prêt à faire n'importe quoi pour réaliser cette performance, on n'est pas prêt à se concentrer de façon trop importante, à notre avis, sur un seul secteur, sur un seul thème, a fortiori sur une seule valeur. Donc, dans Finaltis Digital Leader, on parle de digitalisation, mais on parle de nombreux thèmes de la digitalisation. Et on est extrêmement attentif à être diversifié au sein de ces thèmes et à ne pas tout mettre sur le GAFAM, ou à ne pas tout mettre sur la robotique, ou à ne pas tout mettre sur l'intelligence artificielle, ou pas tout mettre sur la blockchain, etc., etc. Bon. Néanmoins, nous sommes présents sur l'ensemble de ces thèmes dans des proportions dont on va vous parler à présent. Alors, les contributions sur le mois d'avril s'appuient notamment sur les excellents résultats. Pour tout vous dire, on a été déçus de la réaction boursière sur Alphabet, Amazon, même Apple. Les résultats étaient tellement vertigineusement bons qu'on aurait pu espérer plus, mais bon, l'ambiance n'est pas à acheter forcément des valeurs de croissance qui délivrent. Voilà, il y a un grand amour pour la cyclicité, mais on sait que tout ça, c'est du résultat qui rentre dans l'entreprise et qui se traduira sur les cours de bourse à court ou moyen terme. SAP, comme sur Titan, a été une belle contribution. Intuitive Surgical, ça, c'est de l'équipement médical, la robotique médicale. Donc là aussi, c'est une société qui va profiter de la réaugmentation, heureusement, du volume de soins un peu partout dans le monde. Et on a eu un peu moins de réussite sur le mois, en tout cas, sur des titres un peu plus volatiles. Donc Netflix, les résultats qui avaient déçu. Teladoc et Coinbase, sur lequel on dimensionne nos paris en faisant des lignes un peu plus petites. On en reparlera, c'est des titres assez volatiles. Voilà. Et Activision qui, depuis ce flashage à fin avril, a annoncé des très bons résultats. Donc, vous retrouvez sur le top 10 pas mal de variétés, comme le disait Denis, puisque bien sûr, on est présent sur le GAFA, on vous l'a dit, on ne va pas changer d'avis entre Titan et Digital Leader, donc on pense qu'il y a une vraie, très grosse opportunité sur ces titres-là. Je précise quand même qu'on n'a jamais plus de 4% sur une même valeur, il y a beaucoup de fonds digitaux, donc nous, on adore Alphabet, mais on n'aura jamais 9% d'Alphabet, voilà, et on adore Amazon, on n'aura jamais 9% d'Amazon, donc 4% maximum, quand ça dépasse les 4%, on écrète, et donc dans ce top 10, on a du Accenture, du PayPal et du Activision. Donc la diversification et le contrôle du risque, il se fait aussi au travers des choix des sous-secteurs. Le digital, ce n'est pas quelque chose de monolithique, il y a des sous-thématiques et donc on fait très attention, par exemple, de ne pas dépasser 30 ou 35% sur les logiciels cloud, même si on adore ce secteur. Malheureusement, je devrais dire, le fonds a un tropisme très US. On fait tous les efforts possibles pour trouver des pépites digitales en Europe et pourquoi pas en France. Mais nos critères sont tellement difficiles que bon, on trouve pas de quoi équilibrer le portefeuille entre l'Europe et les États-Unis sur le thème du digital.
Alors, deux petits mots rapides sur des titres qu'on a achetés sur le mois. Donc, on a acheté du Coinbase. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui n'est pas au courant que Coinbase est rentré en bourse, hein? Il y en a eu plein les journaux. Donc, c'est la première plateforme. L'intérêt de la crypto, c'est que c'est décentralisé. Coinbase, c'est centralisé, mais c'est quand même de la crypto. Et c'est une société qui permet de trader de la crypto, mais qui joue aussi le rôle de dépositaire, hein. Par exemple, vous savez que Tesla a décidé de mettre une partie de sa trésorerie en crypto, et c'est Coinbase qui porte le $1,5 milliard que Tesla a décidé d'investir sur le Bitcoin. Donc, c'est vraiment une société qui est crédible, qui a les process, qui se présente d'ailleurs comme un dépositaire de crypto. La valo est très dépendante de la valeur des cryptos. Donc, on est un peu désarmé, hein, pour tout vous dire, en tant que gérant sur un titre comme ça, pour faire des vraies prévisions. Si le Bitcoin divise par 5, ça aura un impact probablement sur Coinbase. Et s'il multiplie par 5 et l'Ethereum fait un run absolument faramineux là, ces derniers jours, ça a un impact positif sur Coinbase. Pour l'instant, la corrélation entre Bitcoin et Coinbase n'est pas vraiment avérée. C'est un peu pour ça qu'on l'achète, hein, une diversification sur cet or digital. Mais voilà, c'est un titre qui est très, très rentable, hein. Il y a beaucoup de sociétés qui s'introduisent en bourse en faisant de grosses pertes. Ce n'est pas le cas de Coinbase. Et on s'est renforcé sur Palantir, un acteur incontournable, plus que de l'intelligence artificielle, il faudrait dire de l'intelligence augmentée, hein. C'est en augmentant l'intelligence des analyses de la CIA et de la NSA que Palantir a permis de trouver Ben Laden, par exemple. Il y aurait plein d'autres exemples comme ça. Plein d'autres qu'on ne nous dit pas, bien sûr, puisqu'il y a beaucoup de dossiers dont s'occupe Palantir qui sont des dossiers confidentiels défense. Et c'est une société dont on aime beaucoup le profil des clients. Alors, il faut beaucoup d'argent, hein, pour se payer un logiciel Palantir, c'est 5 millions de dollars. Et c'est des clients souvent de très haute tenue. Donc, la CIA, normalement, ça paye les factures. La DGSI en France aussi. Airbus ou Forestia. Il y a un gros développement français, hein, de Palantir. Donc, on nous promet un Palantir à la française, hein, pour l'instant, ou à l'européenne. Pour l'instant, il tarde à venir. C'est Fabrice Breguet, pour la petite histoire, qui est l'ancien patron d'Airbus, qui est devenu patron de Palantir en France et qui permet à cette société de signer de très, 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 très beaux contrats. J'oubliais, Palantir vient d'annoncer ses résultats qui sont très bons. Voilà. Aujourd'hui même, elle montait pas mal à l'ouverture sur le Nasdaq, même si les valeurs digitales sont assez chahutées. Donc, N6, c'est une superbe société également. On va dire que c'est un comparable de Dassault Systèmes. C'est plus une société orientée vers la simulation numérique. Donc, ils travaillent beaucoup notamment sur la voiture autonome. Les produits de Dassault Systèmes et d'N6 ne se recouvrent pas totalement. Et il n'en reste pas moins que nous, on regarde toujours N6 en ratio par rapport à Dassault Systèmes. Là, la valo était devenue très, très exigeante. En tout cas, bon, sur des PE au-dessus de 50 fois, avec une croissance qui n'était pas forcément explosive. On a préféré s'alléger sur un raisonnement tout simple. On pensait qu'à ces niveaux de valorisation, il n'y avait pas beaucoup de place pour une déception. La déception n'a pas tardé, hein. Voilà, quelques jours après, en fait, les résultats d'N6 sont tombés et ils étaient en retrait par rapport à ce qu'attendait le volume de facturation, était en retrait par rapport à ce qu'attendait le consensus. Et derrière, il y a une sanction très forte. Donc, c'est un titre sur lequel on pourra revenir. Voilà, on la guette. En tout cas, on est bien sorti et on est en position pour un jour revenir là-dessus. Alors, on vient de faire un tour d'horizon géopolitique, un tour d'horizon macroéconomique. On a parlé d'inflation, on a parlé de risques de bilan trop chargé, de fausse croissance, de vraie croissance. En Asie, on a parlé de plateformes technologiques qui changent le monde et qui justifient de la surcroissance. Dans le cadre, je l'évoquais, et Bruno et moi essayons de respecter ce principe chez Finaltis, qui est écrit sous notre nom, hein. Nous sommes là pour explorer, de trouver des idées, les partager et investir. Et dans le cadre de ce partage, on l'évoquait tout à l'heure, certains d'entre vous nous ont
demandé d'écrire une forme de synthèse sur certains de ces sujets dont on nous parle énormément, mais qui ne sont pas forcément évidents, en tout cas sous un format synthétique et qui éludent un peu la compréhension, ces sujets étant dans certains cas très techniques. Donc on a choisi, une partie de l'équipe de Finaltis a eu pour tâche de rédiger une synthèse et on a commencé à le faire, je l'évoquais tout à l'heure, et on le poste sur notre LinkedIn. Donc je le répète, n'hésitez pas à vous connecter au LinkedIn de Finaltis, ne serait-ce que pour recevoir ces documents que vous pourrez partager. Également, n'hésitez pas à nous poser des questions, on y répond bien volontiers, dans la limite bien sûr de nos contraintes réglementaires, puisque nous ne sommes pas là pour donner des recommandations d'investissement, on est là pour investir nous-mêmes pour votre compte et le compte de vos clients. La frontière est parfois compliquée et il nous appartient de la respecter. Néanmoins, on n'est jamais, en tout cas avare, pour donner un avis ou partager une conviction sans pour autant que celle-ci soit une recommandation. Voilà. Donc n'hésitez pas. Je ne sais pas si notre intelligence à nous dépassera et en tout cas sera au moins au niveau de ce qu'on est capable de faire aujourd'hui en intelligence artificielle, mais on essaye au moins le peu d'éléments dont nous disposons, et ces éléments croissent tous les jours, et on y travaille, on essaie de le partager, et ces documents sont là pour ça. Voilà. Je crois que dans le temps qui nous est imparti, à la minute près, nous venons de le consommer. Il nous reste, Bruno et moi, à vous remercier, à vous souhaiter une bonne continuation dans ces marchés bien agités. Si j'étais coquin, et parfois il m'arrive de l'être, j'hésiterais pas à vous souhaiter un bon déconfinement, troisième déconfinement, n'oubliez pas. Voilà, on imagine qu'il va être au moins aussi compliqué dans ses modalités que les précédents, on adore ça. Ça occupe du monde de pondre des réglementations. Donc, merci de votre attention. On sera ravis de recevoir vos questions au cours du mois qui vient et de vous retrouver lors de la deuxième semaine du mois de juin pour notre réunion mensuelle. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Au revoir.